Je me souviens très précisément de l'odeur. Pas celle du café, pourtant posé devant moi, déjà froid. Ni celle du pain grillé, qui avait brûlé dans le vieux grille à pain, dont je refusais de me séparer depuis 30 ans. Non. C'était une autre odeur, plus subtile, plus tenace. Celle du latex poudré et des antiseptiques, une odeur qui ne me quittait jamais vraiment, même après tant d'années. Une odeur qui me rappelait qui j'avais été. Je suis restée un long moment immobile dans ma cuisine, les mains posées à plat sur la table, comme si j'attendais qu'un cœur invisible cesse de battre sous mes doigts. Autrefois, j'avais sauvé des vies. Je savais reconnaître une hémorragie avant même qu'elle ne devienne visible. Je savais entendre, dans le souffle régulier d'un patient, la promesse ou la fin d'un combat. Mon corps entier était une machine à veiller, à réparer, à soutenir. On me regardait avec respect. Parfois, même avec gratitude. Aujourd'hui, on m'appelait pour signer des papiers. Le téléphone a vibré une seconde fois, insistant. Presque agacé. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai regardé l'écran s'illuminer, puis s'éteindre. Le nom d'Amber s'y affichait. Comme une injonction. Du Amber Hat Day. Ma Belfield, le mot lui-même me semblait encore étranger. Comme une greffe mal acceptée par l'organisme. Que je me suis finalement décidée à répondre. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Sa voix est arrivée, tranchante, rapide, comme si chaque seconde passée, sans obtenir ce qu'elle voulait, lui coûtait quelque chose. Elle parlait d'un camion. Un investissement, disait à elle. Musk, une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. Elle parlait aussi de signature, la mienne. Une simple formalité, ajouta à elle, avec ce ton faussement léger que j'avais appris à reconnaître. Ce ton qui, en réalité, ne laissait aucune place au refus. Je n'ai presque rien répondu. J'écoutais. C'est ce que j'avais toujours fait. Écouter avant d'agir. Mais cette fois, ce n'était pas un patient que j'avais en face de moi. C'était une situation. Et cette situation avait une odeur différente. Une odeur de dette. Une odeur de dépendance construite lentement, patiemment, presque chirurgicalement. Je me suis surprise à fermer les yeux. Les images sont revenues sans que je les appelle. Le premier petit service. Une facture réglée, exceptionnellement. Un prêt juste pour dépanner. Puis un autre. Puis un autre encore. Comme des perfusions successives, alimentant un corps qui n'apprenait jamais à se nourrir seul. Je me suis entendu dire oui des dizaines de fois. Pas par faiblesse. Par habitude. Par amour, croyez à je. Mais l'amour n'est hélas pas de trace comptable. Or, moi, j'avais gardé chaque reçu. Chaque relevé. Chaque virement. Je les avais classés comme des dossiers médicaux, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que, quelque part, une partie de moi savait déjà. Amber continuait de parler. Elle mentionna Derek. Mon fils. Elle dit qu'il comptait sur moi. Que c'était important pour leur avenir. Le mot « avenir » m'a fait sourire intérieurement. Mais il avait toujours été conjugué sans moi, ces dernières années. Non, je n'étais présente que dans les parenthèses financières. Je me suis levée lentement. Mes genoux ont protesté, comme chaque matin, mais je les ai ignorés. Je me suis dirigée vers l'évier. L'eau a coulé, claire, régulière. Je me suis lavé les mains. Un réflexe. Comme avant une intervention. Comme si j'allais toucher quelque chose de fragile. Ou de dangereux. Mais, dans le reflet du robinet, j'ai aperçu mon visage. Les rides ne m'ont pas surprise. Elles étaient là depuis longtemps. Ce qui m'a frappé, en revanche, c'est l'absence. Une absence de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, immédiatement. Puis j'ai compris. Le respect. Pas celui des autres. Le mien. Amber sais-tu, enfin. Elle attendait ma réponse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est installé entre nous, épais, presque palpable. Un silence clinique. Celui qui précède un diagnostic. Je me suis séché les mains avec un torchon usé. J'ai regardé la fenêtre. Dehors, les feuilles commençaient à jaunir. L'automne arrivait, discret mais inévitable. Je me suis dit que certaines choses, comme les saisons,
ne pouvait pas être retardé indéfiniment. Il y a un moment où le corps lâche. Un moment où il faut arrêter l'hémorragie. Même si cela signifie couper l'apport. Même si cela signifie retirer ce qui maintenait en vie. Je n'ai toujours pas répondu. Pas vraiment. Ah, j'ai simplement murmuré que j'allais réfléchir. Ce n'était pas un mensonge. L'avouer, c'était le début d'une décision. Chaud. Quand j'ai raccroché, la cuisine était redevenue silencieuse. Mais ce n'était plus le même silence. Celui assis n'était pas vide. Il était chargé. Comme les airs avant une tempête, je me suis dirigé vers le vieux buffet. Mes doigts ont effleuré le bois, suivant les fissures du temps. À l'intérieur, derrière une pile de nappes soigneusement pliées, se trouvait un tiroir que je n'ouvrais presque jamais. J'ai les tiers doucement. Les dossiers étaient là. Alignés. Précis. Impeccables, comme si j'avais passé ma vie à me préparer à ce moment sans le savoir. Je me suis assise. J'ai posé le premier dossier devant moi. Mon nom était écrit en haut. Et, en dessous, le leur. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de fatigue en regardant ces papiers. Ni de résignation. Seulement une étrange clarté. Comme lorsque, après des heures au bloc, on comprend enfin où inciser. Mais je n'avais pas encore agi. Mais je savais déjà une chose. Cette fois, je ne serai pas celle qui maintient en vie à tout prix. Parfois, la seule façon de sauver ce qui reste, c'est d'arrêter de donner. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne me faisait pas peur. Je n'ai pas dormi cette nuit à la. Pas vraiment. Le corps, lui, s'est allongé, a fermé les yeux, a respecté les gestes, a pris au fil des années, respiration lente, main posée sur le ventre, comme pour calmer un patient agité. Mais l'esprit est resté debout. Je pensais en dossier. C'était toujours ainsi, lorsque quelque chose en moi refusait de se laisser anesthésier. Chaque souvenir remontait comme une fiche que l'on extrait d'un classeur trop rempli. Précis, daté, implacable. Quelques années plus tôt, Derek m'avait appelé pour la première fois en urgence. Une panne de voiture, disait Aïl. Rien de grave. Je me souviens avoir pris mon manteau sans réfléchir, comme autrefois lorsque le bip du service de nuit retentissait. J'étais arrivé avec de l'argent, un sourire, et cette certitude tranquille d'être encore utile. Puis il y avait eu l'appartement. Une caution temporaire. Puis les charges. Puis les retards. Chaque fois, il y avait une explication. Non, chaque fois, j'avais compris. On ne refuse pas un pansement à quelqu'un qui saigne, même si la blessure est mal entretenue. Mais au fil du temps, j'ai commencé à percevoir autre chose. Non plus une urgence, mais un système. Une organisation lente, presque méthodique, de la dépendance. Je me suis redressée dans mon lit. La maison était silencieuse. Ce silence-là, je le connaissais bien. Il ressemblait à celui des chambres de fin de vie, quand tout est déjà décidé, mais que personne n'ose encore prononcer les mots. Je me suis levée. Encore une fois, à trop beau, mes pieds ont rencontré le parquet froid, et j'ai ressenti ce frisson familier, celui qui traverse le corps quand une vérité s'approche trop près. Dans la cuisine, la lumière du matin était différente. Plus pale, plus honnête. J'ai ouvert le dossier que j'avais laissé sur la table. Les chiffres étaient là, alignés avec une précision presque cruelle. Je n'avais pas seulement aidé. J'avais financé, soutenu, compensé, corrigé. Pendant des années, j'avais été le rat artificiel de leur irresponsabilité. Filtrant, absorbant, nettoyant leurs erreurs, pour qu'ils puissent continuer à vivre comme si de rien n'était. Je me suis surprise à sourire, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était celui que j'avais parfois en salle d'opération, quand je comprenais enfin l'origine d'une complication. La lucidité est une forme de douleur, mais aussi de délivrance. Vers 9 heures, le téléphone a de nouveau sonné. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir que c'était elle. Amber. Amber. Sa voix était plus tendue, cette fois. Moins paciente, elle n'a pas pris la peine de masquer son irritation. Elle parlait vite, comme si elle craignait que le temps lui échappe. Elle a mentionné le concessionnaire. Le délai.
Assis R, les papiers prêts à être signés. Elle a dit que tout dépendait de moi. Mais cette phrase m'a frappée. Pas pour ce qu'elle contenait, mais pour ce qu'elle révélait. Tout dépendait de moi. Et pourtant, depuis des années, je vivais comme si rien ne dépendait plus de moi. Dusk, je me suis assise, lentement. G. Lacian, Silent Essence Dollar, encore une fois. Mais cette fois, ce n'était plus un silence hésitant, mais c'était un espace que je reprenais. Puis, elle a soupiré à l'autre bout du fil. Un soupir, bref, agacé. Puis, elle a ajouté quelque chose. Une phrase qui, sans le savoir, a tout fait basculer. Elle a dit que je n'avais de toute façon rien d'autre à faire de mon argent. Je n'ai pas réagi immédiatement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Ah, pas une colère. Pas encore. Plutôt. Une ligne, une frontière, invisible jusqu'à là, et qui venait de se tracer avec une netteté irréversible. Je me suis entendu répondre, calmante, d'un mot que je ne signerai rien aujourd'hui. Le silence qui a suivi était différent, trop dense, presque lourd. Puis sa voix a changé. Elle est devenue plus froide, puis plus distante, moins polie. Comme si, en une seconde, j'étais passé du statut de ressource à celui d'obstacle. Je n'ai pas prolongé. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Moon, c'était cela, le plus étrange. Je me sentais stable, comme après avoir pris une décision difficile, mais juste. Je me suis tournée vers la fenêtre. Le jardin était immobile. Quelques feuilles étaient déjà tombées sur la pelouse. L'automne avançait, sans bruit, sans demander la permission. Je me suis dit que moi aussi, peut-être, je pouvais avancer ainsi. Sans bruit. Sans explication. Sans justification. Simplement, en cessant de donner. Et pour la première fois, cette idée ne ressemblait pas à une perte. Mais à un début. Je n'ai pas ouvert les rideaux tout de suite. J'avais besoin de ce demi-à-jour, de cette lumière filtrée, comme celle des blocs opératoires, où tout semble suspendu entre deux décisions. Le monde extérieur pouvait attendre. Ce matin, je devais d'abord regarder à l'intérieur. Le tiroir était encore ouvert. Les dossiers, eux, n'avaient pas bougé. Ils ne bougeaient jamais. C'était moi qui, pendant des années, avais refusé de les lire autrement que comme une simple accumulation de chiffres, sans âme. Je me suis assise, lentement. J'ai tiré vers moi le classeur le plus épais. Sur la tranche, j'avais inscrit une date, puis une autre, puis encore une autre. Une chronologie, comme un dossier médical. J'ai ouvert. La première page était presque innocente. Un virement. Une aide ponctuelle. Une écriture propre, sans surcharge, sans annotation. Puis les pages suivantes ont changé. Les montants ont augmenté. Les intervalles se sont raccourcis. Les justifications, elles, se sont allongées, devenant plus floues, plus vagues. Presque interchangeables. Je lisais, mais surtout, je diagnostiquais. C'était cela que je savais faire. Identifier le moment précis où une situation cesse d'être normale pour devenir pathologique. Et là, sous mes yeux, la mutation était visible. Pas brutale, progressive, insidieuse. Une dépendance installée lentement, nourrie par ma propre générosité. J'ai posé une main sur la page, comme pour en arrêter le flux. Je me suis souvenu d'un patient. Un homme âgé, arrivé trop tard aux urgences, avec une infection qu'il avait négligée. Ce n'est rien, répétait Aïd depuis des semaines. Jusqu'au jour où ce rien avait envahi tout son corps. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Je lui avais dit la vérité. Que l'on ne pouvait plus simplement traiter les symptômes. Qu'il fallait intervenir autrement. Plus radicalement, Je n'avais jamais imaginé devoir appliquer ce même raisonnement à ma propre vie. Assis. J'ai tourné une autre page. Un chèque important. Puis un autre. Puis une signature. La mienne. Toujours la mienne. Je ne pouvais pas accuser une fraude. Je ne pouvais pas invoquer une manipulation. Chaque geste avait été consenti. Chaque aide, offerte. C'est cela qui rendait le diagnostic plus difficile. Mais aussi plus honnête.
Je n'étais pas une victime. J'avais été une source. Une source que l'on avait appris à exploiter. Et qui, surtout, ne s'était jamais tarie. J'ai refermé le dossier brusquement. Le bruit sec a résonné dans la pièce. Comme un instrument que l'on repose après une intervention. Le geste avait quelque chose de définitif. Je me suis levée. Mes jambes étaient un peu raides. Mais mon esprit, lui, était étonnamment clair. Je savais ce que je venais de voir. Je savais aussi ce que cela impliquait. On ne guérit pas une dépendance en continuant à alimenter ce qui la nourrit. Dans l'après-midi, je suis allée jusqu'à la petite pièce au fond du couloir. Celle que Derek appelait autrefois le bureau de maman, avec une forme de respect qui s'était effritée avec les années. Devant, sur le bureau, il y avait encore mon ancien stéthoscope. Je l'ai pris entre mes doigts. Le caoutchouc était un peu durci, mais il conservait cette souplesse familière. Je l'ai porté à mes oreilles, presque par réflexe. De silence. Aucun battement. Aucun souffle. Rien à ausculter. Sinon moi-même. Je me suis observé dans le miroir, accroché au mur. Long temps, sans détourner le regard. Je cherchais des signes. Des indices. Comme autrefois. Mais ce que je voyais n'était ni une patiente, ni une soignante. Mo, c'était une femme arrivée à un point de bascule. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de minimiser. Fasque, ni d'excusa, ni de temporizer. Je me suis entendu penser une phrase. Très simplement. Fille, comme une conclusion clinique. 2. Il faut arrêter. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Je n'avais pas encore décidé comment. Ni Judlakawa. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus continuer à jouer ce rôle silencieux, discret, presque invisible, qui consistait à maintenir un équilibre, dont je portais seul le poids. En quittant la pièce, j'ai éteint la lumière. Un geste banal, mais qui, étrangement, m'a donné l'impression de refermer quelque chose. Pas une porte. Pas encore. Plutôt. Une époque. Et dans le couloir, baigné d'une lumière douce, j'ai compris que ce que j'avais pris pour de la loyauté n'était peut-être qu'une forme d'abandon de moi-même. Un abandon long, patient, presque méthodique. Mais dont je pouvais, enfin, reprendre le contrôle. Je n'ai pas pris rendez-vous immédiatement. Il m'a fallu 2 jours. 2 jours à marcher lentement dans la maison, à toucher les objets comme on ausculte un corps familier avant une opération délicate. Chaque geste était plus conscient, presque cérémoniel. Je ne voulais pas agir dans la précipitation. J'avais appris, dans mon ancien métier, que les décisions les plus irréversibles exigent une forme de calme. Une précision intérieure. Le 3e matin, j'ai appelé. Ma voix ne tremblait pas. Le cabinet de Paul se trouvait au centre-ville, dans un immeuble ancien aux murs épais, où l'on avait l'impression que les mots prononcés restaient suspendus dans l'air plus longtemps qu'ailleurs. Quand je suis entrée, l'odeur m'a surprise. Pas celle du désinfectant, ni celle du café. Une odeur de papier. De dossiers. De décisions consignées. Je me suis assise face à lui. Paul ne parlait pas beaucoup. C'était un homme de peu de gestes, mais de regard précis. Il m'a laissé le temps de poser mon sac, d'ajuster mon manteau, comme s'il comprenait que ce que je venais déposer ici n'était pas seulement administratif. Je lui ai expliqué. Pas tout. Pas encore. Juste assez pour qu'il comprenne la situation. Mais les aides répétées. Les signatures. Les sollicitations de plus en plus insistantes. Il n'a pas semblé surpris. C'est peut-être cela qui m'a le plus marqué. Nif, comme si mon histoire n'était pas une exception, mais une forme parmi d'autres, d'un schéma déjà connu. Il m'a parlé du mandat de protection, du fait que, dans certaines situations, on confie à un proche la possibilité d'agir en notre nom, de gérer, de décider. Puis il m'a regardé, droit dans les yeux. Et il a dit une chose très simple. Que ce qui avait été donné pouvait être retiré. Que ce qui avait été consenti pouvait être révoqué. Pas par vengeance. Par rééquilibrage. Le mot m'a frappé. Rééquilibrage, comme lorsqu'on corrige un dosage. Comme lorsqu'on réduit une perfusion devenue excessive. Mais, je me suis penché légèrement en avant.
J'ai senti en moi cette ancienne précision revenir, cette capacité à comprendre les mécanismes sans me laisser envahir par l'émotion. Il m'a expliqué les étapes. 2. La révocation du mandat. La notification officielle. A. La nécessité de formaliser chaque décision. Tout devait être propre, traçable, incontestable. Cela ne me faisait pas peur. Au contraire, cette rigueur me rassurait. 2. J'avais passé ma vie dans des protocoles stricts. J'y retrouvais une forme de familiarité. Puis il a évoqué autre chose. La possibilité de redéfinir la destination de mes biens. Non pas pour punir, mais pour protéger. Il a parlé de fiducie, de structure indépendante, d'un cadre légal qui permettrait de préserver une part pour mon petit-fils, Tyler. Un cadre où l'argent ne serait plus un outil de pression, mais un filet de sécurité. J'ai pensé à Tyler, à son regard encore intact, à cette innocence qui, parfois, me faisait oublier le reste. Je me suis redressée. J'ai senti une chaleur étrange dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus stable. Une forme de détermination calme. J'ai hoché la tête. Nous avons commencé à écrire. Chaque mot avait un poids. Chaque phrase, une conséquence. Je signais, cette fois, en sachant exactement ce que je faisais. Pas pour soutenir. Pas pour réparer. Mais pour redéfinir les limites. En sortant du cabinet, l'air m'a semblé plus frais. Place nette, je me suis arrêtée un instant sur le trottoir. Les passants continuaient leur chemin, indifférents à ce qui venait de se jouer. Et pourtant, quelque chose avait basculé. Ce n'était pas visible. C'est pas encore. Mais à l'intérieur, une structure s'était modifiée. Comme un organe que l'on repositionne pour qu'il fonctionne enfin correctement. Je n'avais pas levé la voix. Je n'avais accusé personne. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement commencé à retirer ce qui ne devait plus être donné. Et dans ce geste silencieux, il y avait plus de force que dans toutes les confrontations que j'avais évitées jusque-là. Le premier signal est arrivé un jeudi matin. Rien de spectaculaire. Juste une notification bancaire, sobre, presque anodine. Une opération refusée? Je regardais l'écran sans émotion particulière, comme on observe un moniteur qui affiche enfin une alerte attendue. Ce n'était pas une erreur. C'était une conséquence. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Je savais déjà. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé sonner, une fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une nouvelle respiration que je m'accordais. Quand j'ai finalement décroché, la voix d'Amber n'était plus la même. Elle n'était plus pressée. Elle était dure. Tranchante, elle ne parlait plus d'opportunité ni d'avenir. Elle parlait d'un problème. D'un blocage. D'une injustice. Je l'écoutais. Toujours. Mais cette fois, je n'absorbais plus. Ces mots glissaient sur moi, comme l'eau sur une surface imperméable. Elle a évoqué la banque. Les prélèvements rejetés. Le concessionnaire, qui attendait une confirmation. Puis, très vite, elle a changé de ton. Elle a dit que ce n'était pas normal. Que je n'avais pas le droit. Cette phrase m'a presque fait sourire. Le droit. Pendant des années, je n'avais exercé que le devoir. Aider. Compenser. Et maintenant que je retirais ma main, on me parlait de droit. Je me suis levée lentement. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Je suis allée. Le jardin était agité ce matin-là. Le vent soulevait les feuilles mortes en petits tourbillons désordonnés. Une image simple. Mais juste. Quand on cesse de maintenir un équilibre artificiel, tout s'agite un instant. Puis, tout se redépose autrement. Amber continuait. Sa voix montait. Elle ne criait pas encore, mais elle s'en approchait. Elle a parlé de Derek. Elle a dit qu'il ne comprenait pas. Qu'il était très déçu. Le mot était soigneusement choisi. Déçu. Deci, les bignats. Deci, les bignats, 3 pots. Bia, les bignats, 3 pots. Isalamier, 3, les bignats, 3 pots, 3. Comme si j'avais manqué à une attente légitime.
Je me suis tournée vers la table. Le dossier était toujours là. Fermé. Calme and immutable. Je me suis appuyée dessus du bout des doigts. Un ancrage. Je n'ai pas répondu à toutes ces accusations. Je n'ai pas justifié. Je n'ai pas expliqué les procédures, ni les décisions prises avec Paul. Je savais que ce n'était pas le moment. On n'explique pas un traitement en pleine crise. Le unstabilized board. J'ai simplement dit que tout avait été fait légalement. Que je reprenais la gestion de mes comptes. Que je ne signerais aucun engagement. Le silence qui a suivi était plus violent que ses paroles. Puis, elle a laissé échapper quelque chose. Ça, une phrase rapide. Presque incontrôlée. Mais elle a dit que, sans moi, il ne s'en sortirait pas. Et pour la première fois, j'ai entendu la vérité nue. Pas une demande, pas une stratégie, moi. Une dépendance. Claire. Directe. Indiscutable. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni satisfaction, seulement une confirmation. Je n'étais pas en train d'abandonner quelqu'un. Je cessais de soutenir un système qui n'aurait jamais appris à fonctionner autrement. Je me suis assise. Très lentement. Mon corps était calme. Mon esprit aussi. Amber a raccroché sans dire au revoir. Le geste était brusque. Presque enfantin. Je suis restée un moment avec le téléphone à la main. D'où puis-je la poser? Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le silence du début. Ce n'était plus un vide. C'était un espace libéré. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message de la banque. Confirmation écrite. Les procurations étaient révoquées. Les accès, modifiés. Tout était en ordre. J'ai l'ai, relu 2 fois, non par doute, par reconnaissance. Chaque mot était une barrière. Chaque ligne, une protection. Je me suis préparé un thé. Un geste simple, familiar, l'eau chaude, la vapeur, l'odeur légère des feuilles. Tout semblait plus précis, plus présent. Comme si, en coupant ce flux invisible qui me liait à eux, j'avais récupéré quelque chose d'essentiel. Alors, ma présence à moi à même. Je ne savais pas encore jusqu'où cela me mènerait. Mais une chose était certaine. Le mouvement était enclenché. Et cette fois, je n'avais aucune intention de revenir en arrière. Je n'ai pas annoncé mon départ. Je n'en avais pas besoin. Certaines décisions, lorsqu'elles sont justes, n'exigent ni témoin ni approbation. Elles se font dans un silence presque organique, comme une cicatrisation, qui commence sans que personne ne la remarque. J'ai préparé une seule valise. Pas par manque de place. Par choix. Je n'emportais pas ma vie entière, seulement ce qui m'était encore nécessaire. 2 robes, un manteau léger, mon ancien carnet de notes, et ce foulard de soie que je ne portais presque jamais. Mais que, je n'avais jamais réussi à jeter. Il y avait aussi les dossiers. Pas tous. Juste les essentiels. Mais non, les preuves silencieuses d'une époque que je quittais. Je me suis arrêtée un instant dans l'encadrement de la porte du salon. Le canapé était encore légèrement affaissé à l'endroit où je m'asseyais chaque soir. La lampe diffusait cette lumière tiède qui, autrefois, me suffisait. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Je n'étais plus la même femme qui avait accepté de se réduire pour maintenir un équilibre fragile. J'ai fermé la porte sans me retourner. Le bruit sec de la serrure a résonné comme une conclusion. 3. Pas brutale. Juste définitive. La route vers le sud s'est ouverte devant moi avec une simplicité presque déconcertante. Je conduisais lentement. Pas par fatigue. Par attention. Chaque paysage semblait me parler dans une langue que je comprenais enfin. Les arbres, déjà teintés d'ocre, laissaient tomber leurs feuilles avec une élégance tranquille. Rien ne résistait. Rien ne s'accrochait inutilement. Je me suis surprise à respirer plus profondément. Comme si l'air lui-même avait changé de densité. Quelques heures plus tard, j'ai rejoint Suzanne. Elle m'attendait devant sa maison, adossée au portail, les bras croisés, le regard attentif. Suzanne n'a jamais posé de questions inutiles. C'était une femme qui savait lire dans les silences.
Elle m'a simplement prise dans ses bras. Pas longtemps. Juste assez pour que je comprenne que je pouvais rester. Sans devoir expliquer. Sans devoir justifier. Sa maison était simple. Lumineuse. Il y avait une odeur de bois et de linge propre, une odeur qui ne cherchait pas à impressionner, mais à apaiser. Je me suis installée dans la chambre d'amis. Un lit, une fenêtre, une petite table. Rien de superflu. Et pourtant, tout était à sa place. Je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains se sont posées sur mes genoux, comme autrefois, quand j'attendais le début d'une intervention. Mais cette fois, il n'y avait rien à réparer. Rien à surveiller. Rien à sauver. Juste être là. Le soir, nous avons mangé en silence. Pas un silence lourd. Un silence habité. Celui des gens qui n'ont pas besoin de remplir l'espace pour se sentir exister. Susan a posé une tasse de tisane devant moi. La vapeur montait doucement, dessinant des formes éphémères dans l'air. J'ai l'œil regardé, essayé d'y dissoudre, et j'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière. Non pas comme une perte, mais comme une mue. Une couche devenue trop étroite. Avant de me coucher, je suis sortie quelques minutes dans le jardin. Alors, la nuit était douce. Le ciel, clair. J'ai levé les yeux. Long temps. Il y avait quelque chose d'infiniment calme dans cette obscurité. Quelque chose qui ne demandait rien. Qui ne prenait rien. Qui se contentait d'exister. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune urgence. Aucune pression. Aucune attente. Juste une présence. La mienne. 300 comme. Je ne savais pas encore ce que serait la suite. Mais je savais une chose. Je n'étais plus en train de fuir. J'étais en train de revenir. Lentement, vers un endroit que j'avais oublié. Moi-même. Le téléphone a sonné en début d'après-midi, alors que la lumière glissait doucement le long des murs blancs de la chambre. Je n'ai pas bougé tout de suite. Depuis mon arrivée chez Susan, chaque son avait pris une autre dimension. Ici, rien n'était urgent. Rien ne me réclamait avec cette insistance familière qui, autrefois, rythmait mes journées. Mais quelque chose, dans cette sonnerie-là, était différent. Plus fragile. Je me suis levée, lentement. L'écran affichait un prénom. Tyler, mon petit fils. Mon cœur a eu ce mouvement imperceptible, presque oublié, comme un muscle que l'on n'avait pas sollicité depuis trop longtemps. J'ai décroché. Sa voix était basse. Hésitante. Il parlait comme s'il craignait d'être entendu. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai laissé venir à moi, à son rythme. Les enfants ont cette manière particulière de dire la vérité sans en comprendre toute la portée. Ils décrivent. Ils racontent. Et dans leurs mots, il n'y a pas encore les filtres, les stratégies, les détours des adultes. Il m'a parlé de la maison. De l'ambiance. Des tensions. Il a dit que sa mère était très énervée ces derniers jours. Pour compte que son père ne parlait presque plus. Que les disputes commençaient sans raison, ou peut-être pour des raisons qu'il ne comprenait pas. Je me suis assise sur le bord du lit. Le bois a légèrement craqué sous mon poids. Un bruit simple, rassurant. Je fermais les yeux en l'écoutant. Chaque phrase ajoutait une pièce au tableau. Pas une surprise. Une confirmation. Mais quand un système repose sur une seule source, il suffit de la retirer pour que tout vacille. Tyler a marqué une pause. Puis il a dit quelque chose qui m'a traversée avec une netteté douloureuse. Mais il a demandé si j'allais revenir. Pas pour les John, pas pour aider. Simplement, revenir. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était nue. Directe. Et profondément sincère. Je me suis penchée légèrement en avant, comme si cela pouvait réduire la distance entre nous. Je n'ai pas répondu immédiatement. Mais, parce que la vérité, parfois, demande un silence avant d'être dite. Je lui ai dit que je l'aimais, que cela ne changerait jamais, mais que, pour l'instant, je devais rester là où j'étais. Il n'a pas insisté. Là, les enfants sentent, souvent mieux que les adultes, les limites qu'il ne faut pas franchir. Il a simplement murmuré qu'il comprenait. Je savais qu'il ne comprenait pas tout, mais il acceptait. C'était déjà beaucoup. Avant de raccrocher, il a ajouté une phrase.
Une toute petite phrase. Il a dit qu'il préférait quand j'étais là. Parce que tout était plus calme. J'ai senti quelque chose se serrer en moi. Pas une culpabilité. Non. Une lucidité. Je n'avais pas seulement été une source financière. J'avais été un régulateur invisible. Un tampon silencieux entre les tensions. Une présence qui absorbait, apaisait, contenait. Et en disparaissant, j'avais laissé apparaître ce qui existait déjà. Mais que je masquais. Je suis resté un moment avec le téléphone dans la main. Puis je l'ai posé doucement sur la table. La pièce était baignée d'une lumière dorée. Une lumière d'automne. Tiède. Éphémère. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Le jardin de Suzanne était calme. Quelques feuilles glissaient lentement vers le sol. Rien ne résistait. Rien ne se retenait. Je me suis appuyée contre le rebord. J'ai respiré profondément. Je pensais à Tyler, à ce lien encore intact, à cette innocence qui, malgré tout, n'avait pas été altérée. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Partir ne signifiait pas abandonner. Cela signifiait refuser de participer à ce qui abîme. Protéger ce qui peut encore l'être, sans se sacrifier. Je n'étais plus au centre de leur chaos. Mais je restais, autrement, présente, plus juste, plus distante, et peut-être, pour la première fois, réellement utile. Pas en donnant, mais en cessant de nourrir ce qui ne devait plus grandir. Le lendemain matin, Susan n'a rien dit pendant le petit déjeuner. Elle avait cette manière très particulière de laisser les choses se déposer, comme une infirmière qui sait qu'un corps a besoin de temps pour assimiler un traitement. Elle posait les gestes simples, le café versé avec lenteur, les tranches de pain alignées sur l'assiette, sans jamais troubler le silence. Et pourtant, ce silence n'était pas vide. Il contenait une attention. Une forme de respect que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après avoir rangé la table, elle s'est dirigée vers le buffet du salon. Elle a ouvert un tiroir, y a cherché quelque chose quelques secondes, puis est revenue vers moi. Elle tenait une petite clé. Rien de spectaculaire. Sauf une clé simple, en métal, légèrement usée sur les bords. Elle l'a posée devant moi, sans cérémonie. Je l'ai regardée, sans comprendre immédiatement. Elle a simplement dit que la chambre était à moi. Pas pour quelques jours. Pas, en attendant. À moi. Le mot a résonné doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Là, je contemplais cette clé comme on observe un instrument dont on ne mesure pas encore toute la portée. Dans mon ancienne vie, les clés servaient à ouvrir des armoires médicales, des salles de stockage, des espaces réglementés. Elles donnaient accès à des ressources, mais jamais à un lieu intime. Ici, c'était différent. Cette clé ne donnait pas accès. Elle donnait une place. Je l'ai prise entre mes doigts. Elle était froide. Réelle. Stable. J'ai senti quelque chose en moi se détendre, imperceptiblement. Comme un muscle, qui, après des années de tension, accepte enfin de relâcher. Je n'avais pas besoin de la remercier avec des mots. Susan n'attendait pas cela. Elle avait déjà compris. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la chambre. Je suis restée un moment sur le seuil, la clé dans la main. Puis j'ai franchi la porte. Le lit était parfaitement fait. La lumière entrait doucement par la fenêtre. Sur la table de chevet, il y avait un vase avec quelques fleurs séchées. Leur odeur était presque inexistante, mais leur présence suffisait. Je me suis avancée lentement. Chaque pas semblait redessiner l'espace autour de moi. Ce n'était pas une chambre d'amis. Ce n'était pas un refuge temporaire. C'était un lieu qui ne m'exigeait rien. Ni justification, ni utilité, ni sacrifice. Je me suis assise sur le lit. J'ai posé la clé à côté de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de mériter cet espace. J'ai l'accepté. Simplement, dans l'après-midi, nous avons marché dans le quartier. Les rues étaient calmes. Les gens passaient sans me connaître, sans rien attendre de moi. Cette invisibilité nouvelle n'était pas une perte. C'était une liberté. Je pouvais exister sans fonction. Sans rôle. Sans détail, en rentrant,
J'ai accroché mon manteau près de la porte. Un geste banal. Mais il portait en lui une signification nouvelle. Hier, je n'étais pas de passage. Donc, je restais. Le soir, j'ai repris le foulard de soie que j'avais emporté. J'ai les déplié lentement. Le tissu glissait entre mes doigts avec une douceur presque oubliée. Là, je l'ai noué autour de mon cou. Face au miroir, mon reflet m'a semblé différent. Kate, pas plus jeune, pas plus forte, mais plus alignée. Comme si quelque chose, enfin, cessait de se disperser. La clé était toujours sur la table de chevet. Et, petite, discrète, et pourtant essentielle. Elle ne symbolisait pas une possession. Elle représentait un choix. Celui d'habiter un espace où l'on est respecté, où l'on n'est pas utilisé, où l'on n'est pas réduit à ce que l'on peut donner. Je me suis allongée. Les draps étaient frais. Le silence, profond. Et dans cette tranquillité nouvelle, j'ai compris que la véritable sécurité ne venait pas des murs, mais de la manière dont on est accueilli à l'intérieur. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'être tolérée. J'étais à ma place. Le téléphone a sonné tard. Pas une heure indécente, mais suffisamment tard pour que l'appel prenne une autre densité. La nuit modifie tout. Les voix, les silences, les intentions. Je n'ai pas hésité cette fois. Non, j'ai décroché presque immédiatement. C'était Derek. Sa respiration était perceptible, irrégulière, comme s'il avait marché longtemps avant de composer mon numéro. Il n'a pas dit mon prénom tout de suite. Il a simplement laissé passer quelques secondes, comme s'il cherchait une entrée dans une conversation qui n'existait plus vraiment. Je me suis assise dans l'obscurité. La chambre était plongée dans une pénombre douce, seulement traversée par un rayon de lumière venu du couloir. Susan devait encore être éveillée. Sa présence silencieuse, derrière une porte fermée, me donnait une étrange assurance. Derek a fini par parler. Sa voix n'avait plus la même solidité. Elle était moins assurée, moins construite. Il m'a demandé pourquoi. Pourquoi j'avais fait tout ça. Pourquoi maintenant, Miss, je n'ai pas répondu immédiatement. Parce que la question n'était pas sincère. Oui, pas encore. Elle cherchait une explication simple à quelque chose qui ne l'était pas. Je l'écoutais, comme autrefois, mais différemment, sans me préparer à intervenir, sans chercher à réparer. Il a parlé d'Amber, des tensions, des mots qu'elle avait prononcés. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle allait aussi loin, qu'il ne pensait pas que je l'entendrais. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit. Je n'en avais pas besoin. Les paroles laissent toujours des traces, même quand on ne les a pas entendues directement. Elles circulent. Elles atteignent. Comme elles dévoilent. Je me suis levée. J'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre. La nuit était claire. Le jardin semblait figé dans une immobilité presque irréelle. Je me suis appuyée contre le rebord. Derek continuait. Il parlait plus vite maintenant. Comme s'il craignait que le silence ne s'installe de nouveau entre nous. Il a dit qu'il regrettait. Pas tout. Pas encore. Mais quelque chose. J'ai pu en entendre. Dans les hésitations. Dans les respirations coupées. Dans ces phrases incomplètes qui cherchent encore leur forme. 3. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, ni de revanche. Ce n'était pas cela. C'était plus calme, plus profonde, comme lorsque l'on observe une plaie cicatrisée, sans intervenir. Je me suis entendu lui dire une chose très simple. Que je n'avais rien fait contre lui. Que j'avais seulement arrêté de faire pour lui. Le silence qui a suivi était différent. Pas lourd. Pas hostile, un silence qui contenait enfin une compréhension naissante. Chut, il a essayé de revenir sur le passé. De reformuler. D'expliquer. J'ai laissé faire, mais je n'ai pas repris le fil. Je n'ai pas replongé. Parce que ce fil, je l'avais déjà coupé. Et je savais que le renouer, même partiellement, reviendrait à réactiver ce que je venais de transformer. Il m'a demandé si je reviendrais. La question est restée suspendue entre nous. Long temps. Je regardais mon reflet dans la vitre. Le foulard de soie autour de mon cou dessinait une ligne nette, presque symbolique.
Je ne me suis pas reconnue tout de suite. Puis, j'ai compris. Ce n'était pas une autre femme. C'était moi, sans les concessions. Je lui ai répondu calmement. Que je ne reviendrais pas comme avant. Que ce avant n'existait plus. Pas par colère, par nécessité. Il a respiré profondément. Comme si cette réponse, bien que redoutée, apportait une forme de clarté. Nous avons parlé encore quelques minutes. Assis, des choses simples, superficielles, presque étrangères à ce qui venait de se dire. Puis il a raccroché. Sans tension, sans brusquerie. Je suis restée devant la fenêtre. Le téléphone encore chaud dans ma main. Mais j'ai compris que ce moment n'était pas une rupture. C'était un repositionnement. Je n'étais plus au centre de leur vie. Mais je n'étais plus non plus à leur service. J'existais ailleurs, autrement, et dans cette distance nouvelle, il y avait une forme de vérité que nous n'avions jamais atteinte auparavant. Pas parfaite, pas réparée, mais réelle. Et cela suffisait. Le matin est arrivé sans bruit. Une lumière douce a glissé sur les murs, effleurant les contours des objets comme une main qui reconnaît sans s'imposer. Je me suis levée avant même que le monde ne s'éveille complètement. Il y avait, dans ce moment suspendu, une clarté particulière, celle des commencements. Je suis restée un instant debout, devant le miroir, sans détourner le regard. Je n'y cherchais plus les traces du temps, ni les signes d'une fatigue ancienne. Je regardais une femme qui, lentement, avait cessé de se dissoudre dans les besoins des autres. Le foulard de soie reposait sur la table. Je l'ai prise, je l'ai dépliée avec soin, comme un geste appris autrefois, précis, respectueux, presque cérémoniel. Puis je l'ai nouée autour de mon cou. Le tissu a épousé ma peau avec une douceur familière. Il n'y avait rien d'ostentatoire dans ce geste. Rien qui cherchait à impressionner. C'était un acte pour moi seul. Un rappel. Je me suis assise. Mes mains se sont posées sur mes genoux, calmes, stables. Je pensais à tout ce qui avait été traversé. Non pas comme une succession d'épreuves, mais comme un lent déplacement. Je n'avais pas quitté une maison. J'avais quitté un rôle. Celui de la femme qui donne sans compter, qui compense, qui maintient, qui s'efface. Celui que l'on appelle sans demander. Celui que l'on sollicite sans remercier. Pendant des années, j'avais cru que l'amour passait par cette disponibilité constante. Que ma valeur résidait dans ce que je pouvais offrir, réparer, absorber. Je me suis trompée. Ou peut-être, j'ai simplement appris trop tard. Mais tard ne signifie pas jamais. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Le jardin baignait dans une lumière d'automne, dorée, presque fragile. Les feuilles continuaient de tomber, lentement, sans résistance. Je les ai regardées longtemps. Elles ne luttaient pas contre leur chute. Elles accompagnaient le mouvement. Avec une forme de dignité silencieuse. Puis, j'ai compris que ma décision n'était pas un refus. C'était une transformation. Je n'avais pas cherché à punir. Je n'avais pas cherché à faire souffrir. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement retiré ce qui ne devait plus être donné. Et dans ce retrait, quelque chose de nouveau avait émergé. Une présence à moi-même. Une liberté calme. Une dignité que je n'avais plus besoin de défendre. Parce qu'elle ne dépendait plus du regard des autres. Je me suis adressée à mon reflet, sans élever la voix. Comme on parle à quelqu'un que l'on respecte, enfin. Je me suis dit que l'amour ne devait jamais être une érosion, puis qu'il ne devait jamais exiger que l'on se réduise pour exister dans la vie des autres. Je me suis dit que donner, oui, mais pas jusqu'à disparaître. Que soutenir, oui, mais pas jusqu'à s'effondrer. Et surtout, que se choisir n'était pas un abandon. C'était une responsabilité, peut-être la plus haute. Je pense à celles qui, comme moi, ont appris à se taire. À céder. People, player, I'm happy for you. How do they go? Got 2 more this week with the same girls. Modern dating sucks and I hate it. I wish it was easy just to meet people. Yeah. Oh my god. Oh, I can't tell the story too. Glenn, sorry, Glenn. You said you're going to see The Prodigy. Glenn, you're seeing Prodigy, right? Guys, I'm sorry that I keep missing people's messages.
I'm usually not this bad at reading my chat. I don't know a lot of the Prodigy, but Firestarter I used to put on repeat when I was a kid. Glenn, I love that song, and I know a couple of their other songs. My dad is a big Prodigy fan. That's sick. And also, I'm really jealous of you seeing Tame Impala. Hi Kate. I think you're live, right? You're lurking. New job is going amazing. My team is really good, and the people that are welcoming. It feels more like a hangout than a job. That's so nice. And aside from that, I got trained so much to my brain. Oh my god, Jordan, I'm really happy for you. That's great. Well done, you. I downloaded Phil and then deleted it and ran away. I understand. She's looking for me right now. She's looking for Mr. I see. Sorry, I read that wrong. I'm not looking for you. Sorry, Hyper. I'm not stalking you on dating apps. One the same this week, and the other's a new lady to the scene. Okay. I'm shit at modern dating. I don't think I'm great at it. Cringe where one is just filled with regret and despair. I'm fanboying over True right now. Look at him. I know. He's so cute, isn't he? I've been to Unskuldvik, northern part of Sweden, to visit the headquarters of the company. Oh, nice, Emma. Have you had a good time other than it being tiring? What's Field's gimmick again? Field started as like a kink app. Like, it was where you put what kinks you have. And Chewie's really upset about that. And like, it was where you went to find like, and like, it's a lot of people use it for like, ethical non-monogamy and dating as couples and stuff like that. Like a little bit out my pay grade. But it's also, I see Field more now for non-crazy kinky and non-monogamy people like me who are just single and a bit promiscuous. I see it's kind of like the new Tinder. They've been cute. Took one up the hill with snacks on a blanket and a candle for sunset. Yap. Archie, you fucking joking? See, people don't stand a chance in your area if that's the kind of first dates you're taking people on. The other went on a big fuck off walk. Look at you go. I'm not on dating apps. Well done, you, Hyper. I'm really happy for you. I'm also looking and trying to eat healthy, so I chose the low-fat coconut milk. Terrible decision. Shit. I always think that's one of the things that isn't worth skimping on. Field used to be great. I quite like it. Most of the good dates that I've been on, like of the people that I've been on multiple dates with, or the dates I've had loads of fun. Hi, Rank. How do you know? Why are you thinking of Paul? Can you pick it up from my accent? How do you know? Hi. Welcome in, Rank. So far, one of them got a kiss and the other got a... Oh, are you okay, kid? Look at this dramatic baby. One got a kiss, the other got a second date. I love a little smooch at the end of the date. So, of most of the people that I've been like on multiple dates with or had really good dates with, they've all been from Field. There was one guy that I went on a few... They were good dates. He just was clinically boring, man. Bumble. That's okay. Oh, Jiren, bless you. I went on a date with a man from Bumble who looked nothing like his pictures and was really boring. Again, no, he wasn't boring. The review I gave of that date to my friends was, I feel like I'm on love on the spectrum, and it's not me that's the problem. That was a rough one. It was a very spontaneous last minute date, and I was so glad that I didn't like get excited and plan for it because it was atrocious. It was bad. I'm on both Tinder and Hinge, but honestly, it's not using Tinder because the lesbian side of Tinder is couples wanting a third. Not doing that. Nightmare. Yeah. Okay, here's my Hinge profile, everyone. The first picture on my Hinge profile. Wait, let me just put my Do Not Disturb on. That's the first picture of my Hinge profile. And the caption with it is, get someone who looks at you like, and it's me eating tiramisu. Don't judge me, guys. So the prompt under that is, I go crazy. That's where I got the sexy teeth comment. Yeah. Noak. Nice try. Read it out, Noak. Nice try. The prompt is, I go crazy for, and my answer to that is a cheap flight, a crisp pint, spontaneous plans, and finding the locals' favourite spot.